des années 90, ça n'est causé par cela. Il a anéanti le pays. La crise mexicaine de 97. Il a anéanti tout le pays. C'est un investisseur institutionnel dans la bourse de Mexico. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des titres, beaucoup de titres. Il a décidé de vendre tout aujourd'hui. Et les autres investisseurs, étant donné que cet énorme investisseur a vendu tous ses titres, donc il y a une critique qui s'approche. Et c'est tout le monde qui court pour vendre leurs titres. Et bien sûr, au fur et à mesure que les gens vendent, les prix des titres vont diminuer. Et ça a causé la crise mexicaine. Et ça a frappé ensuite l'Argentine, ensuite l'Asie et ainsi de suite. À cause d'un seul homme. Pourquoi il a fait ça? Est-ce que la spéculation dans un marché est considérée comme acte légal ou illégal? Je suis économiste, je ne sais pas. Mais je vais vous dire, nous avons nos juristes qui nous ont donné beaucoup de définitions, je les remercie, et j'ai appris beaucoup de choses. Mais d'après la vision d'économiste, c'est quoi une spéculation licite? On n'a pas ce concept licite dans l'économie, on parle de spéculation. Vous voyez cette photo qui fait ça? Il regarde le futur. La spéculation licite est le fait d'anticiper le futur. J'anticipe le futur. Je le prends, le futur. J'ai le pouvoir de le prendre et le voir maintenant dans le présent. D'anticiper le futur en acquérant les biens et services dans le but de vendre plus cher. C'est ça mon but. Pourquoi je vends plus cher? Pour gagner beaucoup d'argent. Donc dans le but de vendre plus cher sans être à l'origine d'une hausse flagrante des prix et ou du pénurie. Je ne vais pas acheter tout actuellement afin de causer une pénurie et que les prix augmentent, ensuite je vends. Non, je vois le futur, je sais qu'il y aura une crise, ou je sais qu'il y aura une pléthore. Donc j'agis maintenant, soit je vends, soit j'achète, sans que je sois moi-même l'origine de cette pénurie. Par conclusion, le spéculateur licite est celui qui observe le futur, mais il ne le fait pas. La définition toute simple. Je ne dois pas faire le futur. Je vais l'observer et je vais agir. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas créer ce futur. Je ne vais pas créer la pénurie. Je ne vais pas créer la misère dans le marché. J'ai pris cette photo qui m'a beaucoup plu du marché de Rotterdam aux Pays-Bas, qui vous dit que le spéculateur licite agit maintenant avant que le futur ne lui impose son sort. Il est intelligent, l'investisseur. Il n'attend pas qu'elle vienne mais il faut que tu agisses, mon ami. Et vous voyez cet homme qui voit ses amis qui courent pour acheter et qui leur dit, moi je n'achète pas, je vais patienter. Le spéculateur illicite maintenant, c'est quoi le spéculateur illicite? C'est celui qui agit sur les valeurs, il manque un S pour valeur, les valeurs sûres. La première cible est l'alimentation. Vous voyez ce gros ventre, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est comme ça qu'on fait figurer les grands capitalistes qui se foutent de tout le monde. Il vous dit le blé, moins il y en a dans les bouches, plus on a dans les poches. C'est-à-dire quand il y a pénurie, maintenant de semoule, n'est-ce pas? C'est tout le monde qui fait la queue afin d'acheter de la semoule. Il y aura des gens qui sont mal intentionnés parce qu'il y a moins de blé dans les bouches et qui vont profiter pour augmenter les prix. Vous vous souvenez de la météo de 2012, février 2012, lorsqu'on avait la neige, et il y a des gens qui ont vendu la bouteille de gaz à 2000 dinars au lieu de la vendre à 200 dinars. C'est x10. On a profité de cette pénurie. Le spéculateur illicite offre sur le marché, maintenant ici, il y a cette phrase-là, elle a beaucoup de sens. Donc le spéculateur illicite offre sur le marché moins que la quantité efficace pour un prix de marché supérieur au prix Pareto efficace. C'est quoi le prix Pareto efficace? C'est le prix qui arrange le plus possible d'offreurs, d'entreprises, et qui arrange le plus possible de demandeurs. Et c'est le résultat de la concurrence pure et parfaite. Pour les initiés à l'économie, je vais vous donner une petite représentation. Une petite représentation, je vais essayer de vous l'expliquer. Vous connaissez tous la loi de la demande. C'est quoi la loi de la demande? C'est lorsque le prix augmente, la demande baisse,
Et lorsque le prix baisse, la demande augmente. C'est logique. Donc nous avons la représentation de la demande. Quand le prix baisse, la quantité augmente. Au contraire, pour l'offre, la fonction de l'offre, elle est positive du prix. Quand le prix augmente, l'offre va augmenter. Et quand le prix baisse, l'offre va baisser. Étant donné que le prix baisse, moi je ne vais pas vendre. Mais quand le prix augmente, moi je vais vendre, je vais produire. Donc on aboutit à un équilibre. Le point de croisement entre l'offre et la demande nous donne le point d'équilibre. On a la quantité d'équilibre et on a le prix d'équilibre. C'est ça le prix Pareto efficace. Le prix qui arrange le bien-être global de la société. Ici, on a beaucoup, le maximum d'acheteurs et le maximum d'offreurs qui sont présents sur le marché. Donc le niveau efficace des prix engendre la demande qui est égale à l'offre. C'est quoi? Je l'ai aussi en anglais. Donc c'est consumer surplus. Donc c'est le surplus des consommateurs. Cette surface-là, ce triangle-là, vous donne la surface du bien-être des consommateurs. On mesure le bien-être des consommateurs avec ce triangle-là. Concentrez-vous sur les surfaces seulement. On ne va pas entrer dans les détails techniques. Et la surface en bleu, en bas, producer surplus, le surplus des producteurs, en bleu, c'est le bien-être des producteurs. Ils sont heureux avec cette surface. Maintenant, ce qui est entouré en vert, c'est le bien-être de la société. Parce que la société est composée d'entreprises qui vendent et de demandeurs qui achètent. Donc ce qui est entouré en vert, c'est le bien-être de la société. Si je calcule la surface, je vais mesurer le bien-être de la société. Maintenant, je vais intégrer le cas où quelqu'un, avec ce graphique-là, je peux expliquer beaucoup de phénomènes. Mais moi, je vais me concentrer sur le phénomène de la spéculation illicite. Où quelqu'un, mal intentionné, il a réussi à écraser toutes les entreprises qui lui sont concurrentes. Par exemple, ce qu'a développé M. Madi avec le dumping. C'est quoi le dumping? Quand j'ai des concurrents, et moi je suis une entreprise forte, j'ai beaucoup de réserves en termes de liquidité, en termes de stock. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer le prix subitement afin que le prix soit inférieur au coût de production de mes concurrents. Si le coût de production est supérieur au prix de vente, donc je vais réaliser une perte, n'est-ce pas? Et je vais fermer mes portes. Et moi qui suis fort, je vais résister. Après avoir éliminé tous mes concurrents, je serai monopole sur le marché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter le prix afin de résorber toutes les pertes que j'ai eues sur le marché avant. Donc regardez maintenant la différence entre la première représentation et la deuxième. Dans cette deuxième, le prix a augmenté. Le prix a augmenté. Étant donné que je n'ai pas de pointeur, avant on était là. Avant on était là. La quantité c'était ici et le prix c'était ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Avec le monopole qui était créé, on a fait augmenter le prix et on a diminué la quantité. Je ne peux pas vendre, si je suis monopole, je ne peux pas vendre cette quantité avec ce prix, parce que je n'aurai pas de demande ici. Pour avoir une demande avec ce prix-là, il faut que la quantité se déplace ici. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché alors? Regardez avec une représentation. Voilà notre bien-être initial, le bien-être des consommateurs. Voilà ce qu'on va perdre, la surface en rouge. Voilà ce qui va rester pour les consommateurs. Leur bien-être a diminué. Et pour les producteurs, voilà leur bien-être qui a augmenté. Donc le producteur, un seul producteur, à cause d'un seul producteur, on a éliminé beaucoup de demandeurs sur le marché. On a créé une pénurie sur le marché. On a créé des gens qui n'ont pas accès aux biens vendus pour rendre heureux une seule personne qui s'appelle le monopoleur illicite. Donc voilà maintenant le bien-être de la société, comment il s'est transformé. Avant, on avait ce petit triangle-là. Voilà comment c'était avant. Ce triangle rouge-là, on l'appelle
la perte du bien-être global. On l'appelle la perte sèche. On l'appelle le triangle de Herfindahl. C'est un économiste qui a prouvé ça mathématiquement, avec des formules mathématiques. Donc, le triangle rouge là, c'est la perte du bien-être de la société, à cause des pratiques illicites. Revenons maintenant à la loi que nous sommes en train d'étudier. Avec mon avis d'économie, je ne suis pas juriste, je le rappelle. En lisant la loi, je me suis penché sur l'article 2 qui nous définit c'est quoi une pénurie. La pénurie est la disponibilité de biens ou de marchandises en quantité insuffisante, ne répondant pas aux besoins de la population, causée par l'augmentation de la demande et l'insuffisance de l'offre. En réfléchissant et en lisant tout ce qui était dans la loi, parce que pour légiférer une loi, et ça a été dit par M. Assir qui m'a dit, il fallait inviter le ministère du Commerce pour réfléchir sur cette loi. Parce que, avant de punir, il faut connaître les conditions du marché. Et qui connaît les conditions du marché? C'est les spécialistes du marché. La première remarque que j'ai soulevée, c'est que la spéculation illicite ne devra pas s'étaler sur l'ensemble des biens et marchandises. Parce que dans la loi, quand on a défini la première punition, on n'a pas fait allusion à un type de bien. Toutes les marchandises, tous les biens, si je spécule sur ces biens-là, si je les stocke, parce qu'on a défini la pénurie, si je les stocke avec des quantités importantes, je serai passible d'une punition. Et que vais-je dire des biens de luxe? C'est une façon de dire, par exemple, à Louis Vuitton, pour les femmes, les sacs Louis Vuitton qui coûtent très cher, de ne pas venir en Algérie. Et si vous avez visité le 12e arrondissement, la place Vendôme à Paris, vous allez voir le grand magasin de Louis Vuitton, avec une vitrine qui fait 100 mètres, vous allez voir deux sacs. Un sac à 6 000 €, un autre à 30 000 €. Et mais dans le stock, on a du stock. Donc je vais le frapper comme, avec une punition et je vais lui dire tu es spéculateur. C'est un bien de luxe. Mon objectif, c'est de le rendre rare. C'est la rareté qui fait le prix. Prendre en considération ne prendre en considération que les biens cités dans l'article 13 de la loi 2115, en plus des semences. Oui, vous voyez, on a cité les biens qui ont été cités, surtout les biens alimentaires et les carburants. Mais il y a d'autres biens qu'on doit toucher. Les semences et les engrais, l'aliment de bétail, les matériaux de construction. On peut spéculer et créer une pénurie sur le marché. Maintenant, quel est le stock au-dessus duquel il y a spéculation illicite? Quel est le stock? Quelle est la quantité? Quelle est la quantité au-dessus de laquelle je vais dire à ce commerçant que tu pratiques la spéculation illicite? Comme l'a dit, tu m'as dit, j'ai 5 bouteilles d'huile dans le stock. Ah, tu es spéculateur. Alors. La vente d'un bien à un prix efficace, tout en possédant un stock important, constitue-t-il ou constitue-t-elle, parce que tu vends, une spéculation illicite? Je vends à un prix normal, c'est le prix du marché. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit de me dire pourquoi vous vendez cher. J'ai le droit de vendre cher. Il n'y a pas de loi qui me dit que tu ne dois pas vendre cher. Sauf les produits plafonnés ou planchers. Ou subventionnés. C'est ça, les produits plafonnés. Réglementés. Sinon, je peux vendre combien? Et j'ai un stock important. Et il n'y a pas de pénurie. Il faut définir tout ça. Et en dernier, quelle est la période de stockage d'un bien, au-delà de laquelle il y a spéculation illicite? J'ai une facture de livraison, j'ai un bon de livraison plutôt, donc cette marchandise est entrée dans mon stock en telle date. De combien de temps je dispose avant que je sois traité de spéculateur illicite?
D'ailleurs, il y a un hadith que nous avons appris quand on était petit déjà à l'école, que j'apprends bien, qui nous dit, في معنى الحديث من احتكر قوت المسلمين 40 يوما فقد برئت منه ذمة الله. D'ailleurs, ça 40 jours. Au-delà de 40 jours, si tu stockes il y a la côte, hein, et on a défini les biens. On a défini côte el musulman pendant 40 jours, donc tu seras banni de la miséricorde du bon Dieu. D'accord. J'espère que j'étais un peu concis.